tous et à toutes et bienvenue dans cette rencontre un peu spéciale qui est une soirée qui a une thématique particulière, c'est être ou devenir écrivain, parcours d'auteur. Donc nous avons choisi deux auteurs qu'on ne connaît absolument pas. Non, je plaisante. Des auteurs qui sont un peu capricieuses, qui sont joueuses, qui ont un talent fou, qui nous occupent depuis un peu plus de 3 mois sur les réseaux sociaux, qui nous font bien rire tous les matins. Donc, pour l'instant, nous avons Tatiana de René, que tout le monde connaît, et on espère que Frédéric de Gelt... Ah, là, voilà. Il n'y a plus qu'à dire, voilà. Alors, je vois... Ah oui, c'est parce que tu es sur une île déserte. C'est pour ça que c'est tellement compliqué. Je vois. Ouais, en fait, j'étais dans un endroit où aller, mais non, où partir, où fuir, et je n'arrivais pas à m'en sortir. Alors, j'ai fermé les yeux très fort. Et je me suis dit, de toute façon, quand on écrit, on fait ça aussi, on ferme les yeux très fort, on essaye de faire une histoire. S'il vous plaît, transportez-moi dans mon lagon préféré, à Montmartre. Donc, je suis à Montmartre, comme d'hab. Très bien. Voilà. Parfait. Alors, moi, j'étais censée être dans un glacier, mais je sais pas, il y a eu énormément de problèmes de connexion à cause du froid, en fait. Le froid a tout figé sur mon écran. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais rien ne m'étonne vu ce que nous vivons maintenant depuis 3 mois, cher Frédéric. Donc, en tout cas, nous sommes là, donc c'est plutôt pas mal d'être enfin ensemble. Exact. Presque, on fait ensemble. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas eu d'épreuve de philo au bac cette année, donc nous, on en a créé une, être ou devenir écrivain. Donc, j'aimerais bien que vous répondiez, alors vous n'avez pas 2 heures, hein, par contre, ça, je vous préviens, vous répondiez, parce que vous avez un parcours qui est quand même similaire et qui se croise, et c'est très étonnant, et en plus, vous êtes amis dans la vie aussi, donc j'aimerais bien que vous me parliez de ça. Alors, ne vous battez pas pour répondre. Alors, qui commence? J'allais dire la plus vieille. C'est moi. Sympa ça. Non, pas sûr. Ah, je sais pas. Oh, bon, non, mais on s'en fout. On est la plus jeune. Alors. Vas-y, commence, Tatiana. Non, commence-toi, vas-y. Alors, dans le parcours commun, on est journaliste. On a été journalistes toutes les deux. C'est vrai. Sauf que moi, je ne suis pas restée en presse écrite du tout. Je n'y ai passé que 3 ans et après, je suis passée en télévision. Je pense que ce qu'il y a de commun, c'est qu'on a commencé à écrire à 10 ans. Pas la même histoire. Je crois que ma première histoire s'appelait Mon chien. C'est l'arrivée d'un chien dans une famille, mais en réalité, c'est le point de vue du chien. Déjà, l'histoire de point de vue était très importante. Et puis après, il y a un grand bond jusqu'en 95. Le premier roman, c'est 29 ans. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fait... Premier roman publié ou écrit? Non, le premier roman écrit. La première fois que tu écris 350 pages et que tu te dis est-ce que quelqu'un va en vouloir, et que là, tu es tout de suite rassuré, tu as 15 réponses et personne n'en veut. Alors, écoute-moi, un petit peu différent, dans le sens où j'ai effectivement, comme toi, ceci dit, commencé à écrire très tôt, vers l'âge de 9-10 ans, en anglais, puisque je rappelle que je suis franco-britannique. Et donc, l'écriture est venue en anglais pour moi. Je ne sais pas très bien pourquoi. Ça s'est passé comme ça. Et puis, j'ai écrit pas mal de choses qui n'avaient pas du tout de spectateurs, on va dire, de lecteurs. C'était lu uniquement par ma famille au début. Donc, c'était des petits romans, des nouvelles, des pièces de théâtre, des poèmes, un journal intime. Il y a peut-être 15-20 manuscrits comme ça dans ma cave, hein, de tout ce que j'ai pu écrire entre l'âge de 9 ans et 30 ans. Et c'est vers l'âge de 30 ans justement, ou 28 ans, que mon mari m'a dit, bon, peut-être que tu devrais montrer ton travail à un éditeur, puisque tu rêves d'être publié. En fait, je n'osais pas, j'avais un peu peur de montrer mon travail. Et donc, j'ai pris mon courage à 2 mains. La première fois, ceci dit, j'oublie un épisode important, la première fois, je devais avoir 18 ans. Et ça s'est très mal passé. L'éditeur n'était absolument pas intéressé par ce que j'avais écrit. Et je me suis décomposée. Et donc, j'ai mis un certain temps avant de reprendre courage pour montrer un roman qui miraculeusement a été publié par un éditeur pas des moindres, Fayard, en 91 ou 92, donc j'avais à peine 30 ans. Et c'est ce premier roman-là qui a été publié, mais qui n'est donc pas du tout le premier roman que j'ai écrit. Oui, pareil. En fait, il y avait une fille qui savait que j'écrivais et elle m'a mis en contact avec Lorraine Lévy,
qui m'a fait une commande. C'était en 94. Je travaillais dans une télé à Annecy et cette femme m'a demandé de choisir un personnage célèbre pour une... alors cette femme, c'est Lorraine Lévy, donc la sœur de Marc Lévy, c'est ça qui est drôle. Et elle avait une maison d'édition qui appartenait à ses grands-parents et qui ne faisait pas du tout de romans, mais elle avait décidé de nous publier en grand format avant qu'on sorte en poche, et ça s'appelait Amoureuse du monde entier, et j'ai choisi Mistinguett. Et donc le premier roman commandé, je dirais, c'est l'histoire romancée de Mistinguett et de Maurice Chevalier. Et puis après, j'étais très nouille, je savais pas aller voir les autres en leur disant, regardez, j'ai fait celui-là, peut-être que je pourrais en faire un autre. Et du coup, je suis restée avec ce truc jusqu'à ce que ça me reprenne. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est maintenant la réaction des éditeurs qui ont refusé vos premiers écrits, vu le succès que vous avez maintenant. Ça serait intéressant de savoir ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'ils ont des regrets ou pas? Ça serait très intéressant, ça, moi, je trouve. Alors, je serais à leur place, j'aurais pas de regrets, moi. Ouais. Je sais que beaucoup d'éditeurs ont refusé Elle s'appelait Sarah, qui est un roman que j'ai donc écrit en 2000 et qui a mis très longtemps à être publié puisqu'il a été publié en 2007 par Héloïse d'Ormesson. Donc, de temps en temps, je croise des éditeurs qui l'ont refusé. Alors, maintenant, ils ne me l'ont pas dit. Ils ne me disent pas « Oh, j'ai refusé votre livre ». Je l'ai su par les échanges que j'ai pu avoir avec mes éditeurs. Mais quelque part, je dirais que on a tendance, et je pense que Fred, tu seras d'accord avec moi, on a tendance à plus tellement penser au refus. On pense au moment merveilleux où on a tenu son livre dans ses mains pour la première fois. On pense plutôt à ça, en fait. On essaie de garder... Oui, je crois que... Comme une histoire amoureuse. On ne va pas tout le temps penser aux ruptures, on pense aux histoires, aux moments magiques qu'on a eus quand on a publié. Bon, je pense que oui, tu as raison, c'est un peu comme l'amour, en fait, quand ça y est, tu es dans les bras de quelqu'un qui t'embrasse, tu te demandes pas pourquoi le dernier n'a pas voulu t'embrasser, tu t'en fous. Mais en même temps, c'est vrai que je me rends compte aussi que j'ai eu toute une période de publication avant, elle s'appelait Sarah, de livres qui ont beaucoup moins bien marché et qui, quand ils ont été republiés plus tard, ont marché. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Souvent, les gens me disent comment vous faites pour trouver votre éditeur. Ce n'est pas facile. Non, c'est pas facile. Le même éditeur. Alors, je crois que Fred, toi, tu as eu le même éditeur depuis le départ. Alors, pas tout. Enfin, évidemment, après ce livre de Mistinguett, c'est marrant parce que j'ai vu la même chose que toi. J'ai commencé à écrire La vie d'une autre en 2001. 2002, et alors je l'envoyais, puis alors ils avaient tous aimé quelque chose mais pas la même chose, ils avaient tous pas aimé quelque chose mais pas la même chose non plus, ce qui fait que pour le corriger c'était pas tellement facile, et c'est ce livre là que j'ai envoyé, dont j'ai envoyé les 30 premières pages à Hubert Nissen, qui sur les 30 premières pages m'a dit par pitié la suite, je suis déjà amoureux de votre héroïne et si la suite ressemble à ce que je viens de lire, je vous publie dans ma collection. Un endroit où aller. Mais ceci expliquant cela. Tu es restée. Mais je suis restée, voilà, c'est ça. Voilà. Alors qu'en fait, moi non, j'ai fait des coéditions. Manderley Forever, par exemple, qui est juste là d'ailleurs. Coucou Daphné, dans sa version anglaise là, a été publié, je ne sais pas si vous vous souvenez, en coédition Albin Michel et Héloïse d'Ormesson. Les Fleurs de l'ombre, c'est une coédition également. Donc la vie d'un auteur n'est pas un long fleuve tranquille. Non. Vous arrivez de changer d'éditeur, et il y a certains auteurs qui restent fidèles à leur éditeur toute leur vie. Je pense notamment à quelqu'un comme Amélie Nothomb, qui est chez Albin Michel depuis le début, ouais. Je pense que ne changera jamais. Donc c'est un Anna Gavalda aussi est chez depuis le début donc, au Dilettante. Donc moi c'est un peu différent. J'ai eu pas mal d'éditeurs différents. Après oui et non, parce que finalement, je suis un auteur Actes Sud, je suis chez Actes Sud, mais j'ai publié chez Plomb, j'ai publié chez Stock. Oui, c'est vrai que tu as publié Agatha chez Plomb. Oui, j'ai publié chez J'ai lu, un inédit, et au livre de poche, un inédit aussi. Donc en fait, j'aime bien cette histoire de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier quand même. Oui. C'est très bien de dire à des éditeurs qu'éventuellement, à un moment, on peut aller ailleurs. Oui. Bien. Je trouve aussi. Je trouve que puis c'est peut-être une autre façon de travailler avec quelqu'un d'autre sur les textes,
sur comment on imagine, on envisage son livre, ensuite après sur le... Et puis c'est vrai que ça permet d'avoir une autre vision de son travail, une autre équipe. De tout d'ailleurs, des relations de presse, des relations commerciales. Enfin, on découvre absolument des univers différents et peut-être une autre façon de s'adresser aux lecteurs aussi. Ça, les lecteurs ne le savent pas souvent, mais les éditeurs ont une ligne éditoriale, ont une façon de s'adresser aux éditeurs. Ont des idées que parfois on n'a pas avec tel ou tel éditeur. C'est vrai que ça peut être intéressant. Par exemple, nous, chez Actes Sud, on a parfois des gens qui nous disent « Ah, mais Actes Sud, c'est trop littéraire, ça ne va pas être accessible, ça ne va être pas facile à lire, etc. » Et le fait d'être publié en poche chez J'ai lu a fait que j'ai des lecteurs qui sont venus me voir ensuite en me disant « Ah, mais je croyais que ce n'était pas accessible, mais je vous ai lu en poche et finalement, je me suis aperçue que ce n'était pas le cas. » Donc, je pense que le fait que les livres puissent se démocratiser en poche et aller ailleurs, ça leur permet de voyager aussi. Absolument. Alors, le poche, la parution en format poche est très importante. Moi, j'ai souvent des remarques de mes lecteurs qui me demandent quand est-ce que sort le poche, parce qu'on le sait, hein, un grand format coûte beaucoup plus cher qu'un poche. Donc, les gens attendent le poche avec beaucoup d'impatience pour pouvoir se l'offrir, et même sont capables de faire la queue pendant des heures rien que pour faire dédicacer un poche. C'est aussi important d'avoir une dédicace d'un auteur dans son poche que son grand format, et je trouve que c'est très important. Donc le poche est toujours un joli moment aussi pour un auteur. D'ailleurs, moi je suis autant émue quand je reçois les livres en chair et en papier. Oui, c'est bien ça, en chair et en papier. Je me demande justement, quelle fut votre réaction lorsqu'à l'époque vous avez découvert votre premier ouvrage dans la vitrine des librairies? Alors, je tiens à préciser, on n'est pas dans la vitrine au départ. Je n'étais pas du tout dans la vitrine. Pour mon premier roman, j'étais même dans une étagère très loin. Je me rappelle, j'étais rentrée dans la librairie, c'était quelque part dans le 16e, et j'avais dit, j'avais cherché, je n'avais pas vu, j'avais demandé. Alors, c'est très bizarre de dire, est-ce que vous avez L'appartement témoin par Tatiana Dronet? Alors oui, alors attendez, oui, au fond là-bas. Alors j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Et il regarde sur son clavier, il me dit, ah non, mais c'est pas sorti. Alors moi, évidemment, je savais que c'était sorti la semaine d'avant. Je dis, si, c'est sorti. Et je devais avoir l'air tellement désespérée, j'avais à peine 30 ans. Il m'a dit, vous êtes l'auteur? Et j'ai dit, bah oui. Il me dit, on va essayer de le trouver. Alors il a remué ciel et terre, il l'a retrouvé au fond d'un placard avec la lettre D. Avec tous les... Très gentiment, il l'a sorti. Et il était déjà dans le carton de retour, c'est ça? Il l'a mis sur la table. C'était un moment très humiliant, mais bon, on en a toujours. C'est vrai qu'on apprend à gérer ce genre de moment. Mais en tout cas, j'ai mis très longtemps, moi, à avoir des livres en vitrine. Hein. Oui, on n'était pas dans la vitrine, on n'était même pas sur la table. Avant, elle s'appelait ça. Hein. Et encore aujourd'hui, je ne suis pas systématiquement en vitrine du tout. Hein. Non. Et puis il y a tellement... En fait, moi, je me souviens de l'effroi, parce que le livre, le tout premier, était sorti au moment du Salon du Livre. Et je me souviens d'être arrivée au Salon du Livre, qui était d'habitude une fête, parce que quand on est un lecteur, on adore le Salon du Livre. C'est la plus grande librairie du monde. Et j'arrivais là et je regardais tous ces livres. Je me disais, mais pourquoi le mien, en fait? Au milieu de tout ça, j'avais une espèce de... Je me sentais totalement abattue en me disant, mais pourquoi il y a un moment où quelqu'un va prendre ce livre-là, c'est très impressionnant, le nombre. C'est très angoissant aussi pour la première fois quand on est dans une librairie où on sait que son livre est là sur la table et qu'on voit quelqu'un qui arrive et qui prend le livre. Et donc, vous vous dites, il va prendre mon livre, c'est incroyable. Et donc, la personne prend le livre, puis le regarde d'un air très blasé, regarde la couverture, le repose, et vous vous dites, mais non, mais pourquoi il n'a pas pris mon livre? Et bon, c'est comme après. Frédéric, tu dois connaître par cœur, on est dans un salon, et là, vous avez les gens qui viennent vous voir, et puis ils vous regardent, ils disent bonjour, puis ils prennent le livre, puis ils regardent le livre, puis ils vous regardent vous, ils retournent le livre, puis ils vous regardent, ils disent c'est vous. Alors vous vous dites oui, ils reposent le livre, et ils s'en vont. Ça, on a déjà eu ça. Alors, j'ai eu autre chose qui était assez charmant, un monsieur qui est venu, qui a discuté avec moi du livre, du machin, puis il est parti. Mais c'est normal, enfin, je veux dire, voilà.
Et puis il est revenu 10 minutes après en disant voilà, j'allais quitter le salon. Je me suis dit mais c'est dégueulasse, j'ai pas acheté son livre. J'ai discuté pendant 3 plombes avec elle, etc. Et je trouvais ça tellement mignon qu'ils reviennent le dire. Je me dis mais vous savez, si on peut pas supporter ça, on n'est pas dans un salon, donc c'est pas grave. De toute façon, le verre est dans le fruit, vous finirez par l'acheter. Mais c'était super drôle la façon dont tout d'un coup il a culpabilisé, il a refait l'allée où il y avait plein de monde pour venir me dire et s'excuser. Il y a des, je le dis parce que justement il y a des lecteurs qui sont là et qui nous écoutent et je trouve qu'il y a des moments très émouvants. Ah oui, très, très Très émouvants. émouvant. Et d'ailleurs, je précise que c'est d'autant plus frustrant pour nous maintenant oui. Que nous n'avons pu faire, enfin moi j'ai pu faire aucune dédicace pour les fleurs de l'ombre. D'habitude, à cette époque de l'année, je suis sur les routes pour vous rencontrer, chers lecteurs, et là, c'est fini. Donc, grâce à Frédéric et Nathalie, on peut se voir comme ça par écran interposé, mais ne pas vous voir, alors ce livre est sorti il y a 3 mois, ne pas pouvoir échanger avec vous, d'être dans les librairies, de parler avec les libraires. Souvent, on va aussi déjeuner avec les libraires ou dîner avec les libraires. On passe la nuit avec les libraires. Non, c'est pas vrai. Non, mais ça a commencé, on passe la nuit, hein, donc je ne fais que continuer ta phrase. Hein. Je trouve ça c'est très cruel pour nous de ne pas pouvoir profiter de ces lecteurs. Alors, il y a des auteurs qui sont timides et qui n'osent pas venir parler aux auteurs, mais nous, Frédéric et moi, on adore ça, on adore le contact avec vous. Et donc moi, je suis très, très, très frustrée. Alors, j'ai quelques dédicaces, j'imagine comme toi, Frédéric, qui vont redémarrer en septembre. Mais je sais pas. En fait, j'ai eu 27 dates annulées, et donc je ne sais pas ce qui va redémarrer ou pas. J'ai 30 annulées, et il y en a quelques-unes qui sont prises là en septembre, mais on ne sait toujours pas si on va pouvoir... non. Et alors moi, je voulais juste vous dire que je fais un truc génial quand je vais chez mes confrères libraires. Bon, maintenant, je vais l'avouer, ils vont le savoir. Ben, je mets vos livres en avant. Quand je trouve qu'ils ne sont pas assez mis en avant, je les prends, je les sors du rayon, je les mets sur les tables, en fait. Ah oui, j'avais des membres de ma famille qui faisaient ça. Et moi, je le fais. Ma soeur le fait régulièrement. Moi, je le fais. Et je le fais souvent dans une grande chaîne pas loin de chez moi, là. Et quand ils me voient arriver, ils me disent... elle va refaire le rayon. Ouais. Et la dernière fois, j'ai posé une question parce que je voulais un livre particulier pour mon père qui était un peu pointu. Et ils ont cru que j'étais, vous savez, le fameux truc témoin, là, où, quand il y a des inspections. Et elle s'est posée. Et évidemment, il n'y avait pas le livre en rayon, alors que c'était une nouveauté, quoi. Et elle a appelé sa responsable de rayon. Elle dit ah, c'est vous. Je dis oui, c'est moi. Donc, ça m'a fait rire. Donc, je refais un peu les décos avec vos livres. Donc, c'est bien. Donc, ne vous inquiétez pas, dans les librairies, quand ça bouge, c'est moi. Voilà. Elle veille. Alors, on était censé pas se parler du cinéma, non? C'est pas ça après? Voilà. Alors, dans vos parcours croisés, il y a un peu le même nombre de romans quasiment. Et il y a surtout, vous avez été adaptés au cinéma toutes les deux. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience? Est-ce que c'était douloureux pour certains ou pas? Non, c'est jamais douloureux pour un auteur d'être adapté au cinéma. Faut vraiment... faire, Frédéric, on aurait dit qu'on t'avait piqué tes flambis là. C'était bizarre. C'est une merveilleuse nouvelle, mais c'est vrai qu'il faut apprendre aussi à lâcher prise. Moi, j'ai 4 romans adaptés et j'ai appris à me dire que les livres sont ensuite une sorte de terreau dans lequel le réalisateur met son inspiration et que donc ce n'est pas une copie conforme du livre. Il faut apprendre à lâcher prise. Donc, je ne sais pas, Frédéric, si tu étais contente de l'adaptation de La vie d'une autre, il me semble que oui. J'étais très contente de l'adaptation de La vie d'une autre, d'abord parce que ça a mis très longtemps. Je crois qu'une demi-heure après que le livre ait été envoyé à différents producteurs, il a été mis en option. Donc, c'était d'une rapidité absolue. Mais par contre, le film est sorti en 2012. Et le premier scénario que j'ai lu était une catastrophe. Et alors, c'était très bizarre parce que j'avais eu l'impression qu'on était sur la même longueur d'onde avant. Et puis là, je découvrais ce scénario et alors il y avait Monsieur Finance et Madame Artistique, ces 2 producteurs. Et le Monsieur Finance dit ah oui, mais je comprends, c'est ton truc d'auteur parce qu'on a tout changé. Et je lui dis mais non, mais moi j'adore le cinéma et mon problème avec ce scénario, c'est pas du tout ça, c'est que c'est pas un bon film. Ce scénario n'est pas un bon film. Donc tous ceux qui ont aimé le livre
ne vont pas s'y retrouver, et tous ceux qui n'ont pas lu le livre n'auront certainement pas envie de le lire. Donc en fait, on va dans le mur avec ce scénario. Ils avaient vraiment, et je lui ai dit d'ailleurs, on va faire un petit jeu. Pitch-moi ton scénario. Et il a été incapable de me faire le pitch, et je lui ai dit, moi, je vais te dire, tu peux tout changer, sauf une chose. Une colonne vertébrale, c'est l'histoire d'une fille qui perd sa mémoire pour sauver son histoire d'amour. Autour de ça, tu peux tout changer. Mais ça ne change pas. C'est ça la trame. Et après, ils m'ont dit, mais non, mais on garde les droits, on n'aurait pas dû te faire lire. Voilà. Et puis un jour, j'ai eu un coup de fil. C'était Sylvie Testu qui reprenait ce scénario, qui refaisait tout et qui allait le faire avec Juliette Bijotte de chez Kassovitz. Donc là, je me suis assise et je me suis dit, waouh, super. Mais la première chose que j'ai faite, c'est d'envoyer un mail pas Juliette Binoche, à Sylvie Testu en lui disant, c'est mon livre, mais c'est ton film. Donc vas-y. Oui, mais c'est ça. J'ai confiance totale. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oh, j'ai vu Boomerang ou j'ai vu Mocha, je ne reconnais pas, ce n'est pas complètement comme votre livre. Et j'essaie d'expliquer que si c'est des copies conformes de nos livres, c'est finalement assez ennuyeux parce que c'est une nouvelle version en fait. Et c'est pour ça que j'avais été très impressionnée par le travail de Frédéric Mermoux sur Mocha avec Nathalie Baye et vachement bien. Emmanuel De Vos, parce qu'il avait complètement explosé mon livre et il avait pris que la fin en fait. D'abord, ce sont deux actrices qui n'ont jamais joué ensemble et c'était pour la première fois qu'elles étaient réunies à l'écran. Et donc, c'est vrai que quand j'avais lu le scénario, j'avais été très déstabilisée. Je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne reconnais rien. Et donc, je n'étais pas follement enthousiaste. Et puis après, je suis allée sur le tournage. J'ai vu ce que ça donnait. J'ai même eu un tout petit rôle dans le film où Nathalie Baye me fait les ongles. À un moment, c'est assez drôle. Donc, je peux quand même dire que j'ai tourné avec Nathalie Baye. Surtout, elle te fait les ongles, c'est quand même pas cool. Ah oui, elle me fait les ongles tellement mal, on pleurait de rire parce qu'on ne voyait pas heureusement ce qu'elle faisait. Et après, j'ai failli le garder et le prendre en photo tellement c'était délirant. Et donc, quand j'ai vu le scénario, j'ai quelques réserves. Quand j'étais sur le tournage, j'ai compris à quel point le propos du réalisateur était vraiment très audacieux. Et donc, quand j'ai vu le film, c'est là où j'ai dit chapeau parce que vraiment, il a pris une idée, tac. Mais en fait, tu retrouves ce dont tu parlais tout à l'heure, ta colonne vertébrale qui est deux femmes qui vont se retrouver en face à face suite à un drame de la route. Et tu vois, Mocha, je l'avais lu il y a longtemps. Et moi, quand j'ai vu le film, en fait, j'ai retrouvé la même sensation que dans le livre. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est là où il a été très, très fort, Frédéric Mermoux. C'est ça, c'est cet émotionnel qui reste le même que celui que tu avais quand tu as lu le livre. Et je pense que maintenant que j'ai fait le stage à la FEMIS d'adaptation et que j'ai vu comment la technique pour aller chercher les scènes dans le livre, voir celles qu'on va garder, etc. D'abord, notre livre, si on l'adaptait en intégralité, ça dure 7h50. Hein, bien sûr. Mais en fait, très souvent, les lecteurs ne se rendent pas compte de comment on adapte. Et d'ailleurs, j'avais eu une conversation très intéressante avec Serge Joncourt qui a adapté Elle s'appelait Sarah. C'est donc notre amie magnifiquement que tu connais très bien, que vous connaissez toutes les deux. Et donc, j'avais une confiance absolue, mais j'ai quand même vu aussi les libertés qu'il prenait avec mon livre et je les ai acceptées. Et donc, ça m'a appris quelque part à être un petit peu plus souple sur les adaptations. Alors, il y en a, par exemple, il y a Spirale qui a été adaptée pour Arte, qui est devenue tout contre elle. Au début, pareil, quand j'ai lu le scénario, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont fous, au secours. Génial. Mais le film était vraiment très réussi. Un thriller. Alors, on va dire, c'est quand il s'inspire de ton idée et il explose et ils font autre chose, mais c'est vachement bien quand même. Ouais. Alors, j'ai une question à vous poser par rapport à ça. Est-ce que le fait d'avoir vu des angles différents en adaptation au cinéma, ça vous a redonné envie de retravailler le texte, de le réécrire différemment ou d'en faire autre chose, ou pas du tout? Vous l'avez écrit, ça y est, pas du tout? Oui. Pas du tout. En général, quand on termine un livre, on ne revient pas dessus.
Non. Non, en faire un différent, mais avec, vu que vous avez vu ce qui s'était passé au cinéma, qui vous a plu l'angle, vous pourriez avoir envie de... Ah, non, moi, j'ai pas eu cette Non. idée, lui, il l'a eu. Et pourquoi je ne rechangerais pas son idée à lui pour... Non, pas du tout. Pas du tout. Alors ça m'est jamais venu à l'idée. J'adore cette question parce que jamais ça m'est venu à l'idée. Non. Très intéressante. Mais tu sais, ça me fait penser à la question d'une lectrice, auditrice de Elle s'appelait Sarah, qui m'a dit un jour, elle a vu le film, elle a lu le livre, et elle m'a dit, mais il y a une scène qui manque et dans votre livre et dans le film, c'est pourquoi est-ce que Julia Jarmon ne se rend pas sur la tombe de Sarah Straczynski. Et je me suis dit, mais c'est vrai, on le voit, surtout qu'elle est au moment, voilà. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, donc je me suis dit, je devrais peut-être faire Sarah, le retour, mais après non. Tu sais qu'on me demande souvent, enfin je sais pas si tu dois avoir ça aussi, est-ce qu'il y a une suite à un truc on me demande tout le temps parce que j'ai que des fins ouvertes. Voilà, alors la question qui tue, c'est est-ce qu'il y a une suite? Alors moi, toute ma vie, c'est mais Tatiana, il se passe quoi après? Oui, voilà. Alors la suite, quelle horreur, la suite, quelle horreur. Je reste très patient avec un sourire un peu figé. et je sors ma phrase clé qui est non, dans mes livres, il n'y a pas de suite. C'est à vous de vous la faire. C'est ça. Donc, à la fin d'elle s'appelait Sarah. D'ailleurs, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas si Sarah, William et Julia. Alors les gens, encore aujourd'hui, hein, je reçois des mails du monde entier, genre Tatiana, s'il vous plaît. Alors, est-ce que William va tomber amoureux de Julia? Et je réponds, mais j'en sais rien, moi. On va les appeler si vous voulez. Je ne sais pas, moi. Qui est William? C'est à vous. Mais qui sont ces gens? J'ai envie de dire qu'il me semble qu'écrire, c'est pas pour donner des leçons. Non. C'est pas pour montrer le chemin. C'est pour que tout le monde ne l'a pas compris, par contre. Pardon. Pour que le lecteur se dise, mais au fond, qu'est-ce que je ferais moi à la place de ce personnage? Et les fins parfaites et terminées où il y a écrit fin, end, moi, ça ne m'intéresse pas. Je pense que le jour où j'écrirai un livre où il y aura une fin, c'est qu'on m'aura enlevé une partie de mon cerveau ou alors on m'aura greffé de un plomb. Mais c'est très bizarre parce que, alors du coup, ça ne t'est jamais arrivé que par contre, il y a une suite qui arrive. Parce que là, ça c'est terrible. Alors écoute, non, parce que moi, c'est arrivé, je ne l'ai pas écrite encore, mais sur un de mes livres, il y a une suite. Tu sais, mais le truc est arrivé avec tout le titre, tout. Quand tu regardes les livres qu'on a adorés, adolescentes, comme notre chère Rebecca, par exemple, ou même Autant l'emporte le vent, très récemment, hein, dans les 20 dernières années, il y a eu des suites à ces livres-là. Horrible. Et c'était épouvantable. Et moi, je regrette tellement de les avoir lus parce que ça m'a gâché le truc. C'est comme s'il fallait que j'enlève ce que j'ai lu pour pas que ça me gâche le plaisir de lecture. Donc, je pense que la suite n'est pas une bonne idée. Quelqu'un, d'ailleurs, me dit, Sarah, pas de suite, c'est parfait. Merci, Laura, c'est gentil. Eh bien, je pense qu'il faut écouter de toute façon ce qui se passe. Moi, je suis contre les suites, mais quand un livre, quand la suite arrive, tu peux rien faire. Il va falloir que tu l'écrives. Je n'ai pas commencé encore. Je sais que ce livre-là a une suite. Mais en fait, ce n'est pas une suite tout à fait parce que c'est un flashback. Ouais, c'est un peu compliqué comme dans ta tête, là, non? Bon, moi, je n'aime pas les suites. Hein. Je préfère passer dans la question d'après. Ben voilà. Mais je l'écrirai. C'est une suite et un flashback parce qu'elle est venue. Donc voilà. Mesdames, l'heure tourne et je voudrais, avant qu'on passe à quelque chose de très rigolo, qu'on revienne sur un sujet sérieux. Toutes les deux, vous avez un autre point commun, ce sont vos engagements. Tatiana d'un côté avec le refuge et Frédéric avec le handicap. Et moi, j'aimerais bien ce soir qu'on parle de ça parce que c'est très important et vous avez fait de belles choses. Alors, pareil, on va commencer par, je sais pas, la lettre alphabétique D de Gelt. Vous allez commencer. En fait, c'est parti quand même d'un livre et c'est parti quand même du fait que je suis la mère d'un enfant différent. Donc, je crois que ce n'était pas possible de ne pas écrire là-dessus, mais j'ai mis un moment parce que je suis d'abord passée par la fiction, Tango, qui était donc la vie d'un chef d'orchestre fictif qui est handicapé, et en faisant un livre qui s'appelle Être beau avec une photographe. Alors là, pareil, confinement, le livre a été adapté, les photos sont exposées au Musée de l'Homme.
il était prévu qu'elle le soit jusqu'à septembre. L'exposition est prolongée jusqu'en janvier. Donc là, on est très heureuse avec Astrid parce que c'est très important. Ces photos et ce texte sont le récit de pourquoi c'est très important de vivre ensemble et de considérer ceux qui sont différents dans ce qu'ils nous apportent. Donc je dirais que c'est mon fils qui m'a... c'est la joie d'avoir un fils différent et tout ce qu'il m'apporte de difficile aussi. Hein. Je n'exclus pas la difficulté de cet apport qui m'a donné voilà, de quoi m'engager, puisque ça va devenir un documentaire, ça va devenir un spectacle, ça va devenir toutes les formes artistiques possibles avec et autour du handicap. Je suis aussi allée vers d'autres que mon fils à travers cet engagement. Donc oui, ça, c'est une partie importante de ce que je fais maintenant, là, artistiquement. Merci Fred. Quant à moi, donc depuis maintenant presque 10 ans, je me suis engagée vis-à-vis d'une association qui s'appelle Le Refuge et qui en fait aide les jeunes gays qui sont expulsés de chez eux par des parents qui ne supportent pas leur homosexualité. Donc c'est un organisme qui a gagné de plus en plus de visibilité, avec bien sûr des personnalités qui sont venues apporter leur soutien. Maintenant, il y a une fondation, le Refuge, et donc depuis 10 ans, je vais régulièrement dans l'antenne parisienne rencontrer ces jeunes qui sont mis à la porte de chez eux. Il y a aussi tous les réfugiés politiques qui sont donc en danger de mort, hein, puisque dans leur pays, l'homosexualité est considérée un crime. Donc, c'est absolument bouleversant, puisqu'il s'agit de jeunes qui viennent de Tchétchénie, des pays d'Afrique, même du Maroc, du Maghreb, qui sont en danger de mort, hein, qui donc ont été dénoncés par leur famille et qui se retrouvent en France. Donc, le refuge les héberge, les aide à continuer leurs études et aussi les aide à trouver du travail. Pourquoi je me suis engagée? C'est un secret pour personne. Moi aussi, j'ai un fils différent, bien que je ne considère pas du tout l'homosexualité comme étant quelque chose de différent. Mais notre fils a fait son coming out à l'âge de 16 ans. Il en a aujourd'hui bientôt 31. Et autant dans notre famille, il n'y a eu absolument aucun problème. C'est un non-événement, son homosexualité. Malheureusement, je constate qu'aujourd'hui, encore, avoir un fils ou une fille gay, ça pose un problème à beaucoup de personnes qui les rejettent. Donc, en tant que maman d'un fils homosexuel, eh bien, je me rends régulièrement pour voir ces jeunes du refuge qui sont très contentes qu'un écrivain vienne les voir, mais encore plus contents qu'il y ait une maman compréhensive qui vienne les voir. Et lorsque j'ai écrit Sentinelle de la pluie il y a 2 ans, qui est aussi l'histoire d'un coming out, qui se passe malheureusement pas très bien au départ, pour Lyndon, mon héros, j'ai fait donc là des dédicaces parce qu'on pouvait le faire, et j'ai fait des rencontres extrêmement bouleversantes avec des personnes qui sont venues me voir en dédicace pour me parler, soit de leur enfant, soit d'un frère ou d'une sœur. Ces histoires sont extrêmement émouvantes. Je ne pensais pas d'ailleurs que ce livre allait toucher aussi profondément tellement de personnes. Et donc, je continue à m'engager vis-à-vis du refuge, à lutter à ma façon contre l'homophobie, puisque nous, parents d'enfants gays, nous sommes souvent victimes d'homophobie. Hélas, j'ai envie de dire hélas, c'est triste et difficile. Donc, merci Nathalie de nous avoir permis de pouvoir parler de nos engagements tellement importants. Je trouvais que c'était très important d'ouvrir cette parenthèse, qui n'est pas une parenthèse, mais souvent les parenthèses sont toujours plus importantes que la phrase. Mais voilà. Vous êtes aussi très engagée en tant qu'autrice, auteur, je ne sais pas comment on dit. Moi, j'aime pas trop autrice, je préfère Moi, j'aime bien autrice. Auteur, Qui fait
Donc, vous êtes des femmes engagées. D'ailleurs, il y a des commentaires dans ce sens. On vous félicite d'être des femmes engagées. Merci. Alors maintenant, on va faire dans le plus léger, dans le plus drôle, parce que ça fait 3 mois que tous les matins, moi, j'attends impatiemment devant mon téléphone de savoir qui va piéger l'autre. Racontez-nous ce délire artistique. Vous êtes des vraies créatrices, parce que quand même, vous faites un ping-pong depuis 3 mois. Vous arrivez... Alors, moi, je tiens à dire que je me suis cassé la figure en lisant vos trucs et je me suis fêlé la rotule quand même. Hein. Donc, en lisant un tweet de Tatiana. Racontez-nous ça, parce que c'est vraiment très drôle. Hein. C'est Fred qui a commencé. Tout ça, c'est la faute de Fred. C'est ça, c'est toi. J'assume. Comment vous faites? Oui. Parce que vous répondez du tac au tac, là, quand même. C'est vraiment... Oui, mais c'est Fred qui... raconte, c'est toi qui as commencé un jour avec une vidéo d'un éléphant. Ah, voilà. Voilà, j'ai commencé à mettre... On a commencé toutes les deux, sans correspondre au départ, à mettre des belles vidéos parce que je crois qu'on avait besoin de beauté, de beaux endroits. Et puis, j'ai commencé à délirer avec un éléphant qui était arrivé chez moi. Tatiana a trouvé ça drôle, j'imagine, et a repris cet éléphant qui était passé chez elle en le géolocalisant du 15e. Et du coup, à partir de là, on a fait une géolocalisation, elle dans le 15e et moi à Montmartre, où j'ai évidemment, voilà, c'est le lagon de Montmartre qui est juste derrière moi. Donc, on a commencé ces aventures en mêlant tout ça, mais jamais, sur aucun post que nous avons fait sur Instagram, nous avons eu une conversation, nous avons prévu ce que nous allions faire, ou jamais on se téléphone. C'est vraiment une histoire dans laquelle on se surprend l'une l'autre. Et c'est très excitant de se dire qu'est-ce qu'elle va me sortir encore. Mais ce qui est très drôle, c'est que ça a vraiment commencé. J'ai regardé que ton éléphant doit dater d'avril, je pense, mi-avril. Ouais. On était en plein dans le dur du confinement. C'était compliqué. On n'avait pas beaucoup de joie. On était angoissés. Nos livres étaient confinés. Oui, tout était. Moi, je sortais du Covid en plus, alors j'étais dans un état mais la création plutôt fatiguée. est très intéressante. Et donc, en fait, ce qui a commencé au départ comme un jeu, c'est devenu un défi. C'est-à-dire que je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que je pourrais poster pour épater Frédéric? Et au début, je pensais qu'il n'y avait que Frédéric qui allait suivre cette histoire. Non. Donc, j'allais chercher des vidéos insensées. Je les détournais toujours en mentionnant, je précise, les personnes à qui nous les piquions. Hein. Donc, il y a toujours des ripostes. Oui. Il y a eu des moments où j'ai pleuré de rire devant ce que mettait Frédéric, qui allait chercher des choses, une inventivité. Je me suis dit, mais il faut vraiment que je sois à la hauteur. Là. Qu'est-ce que je vais faire? C'est quand même très bon, ça. Jean-Michel. Et je crois que le jour le plus dingue, c'était l'histoire de la tarentule. Ah oui, quel réalisme. Pour certains, ils ont cru. Hein. Et donc, je suis allée chercher le hashtag tarentule et je suis tombée sur la page d'un monsieur qui vit au Brésil et qui élève des tarentules et qui m'a ensuite expliqué qu'elles étaient très gentilles, qu'il fallait les apprivoiser, qu'elles avaient des pattes toutes velues. Moi, j'étais là absolument terrorisée. Et donc, dans cette vidéo que j'ai postée, on voit un couloir et puis cette énorme tarentule qui avance comme ça. Et j'ai posté ça en le géolocalisant, évidemment, avenue de Lorendal. Et tout en mettant le riposte du monsieur bien en bas. Mais souvent, les gens ne vont pas jusqu'en bas, en fait. Ils sont tellement épouvantés par ce qu'ils voient. Ils lisent le début de l'histoire. Et là, j'ai reçu je ne sais pas combien de messages. Mais Tatiana, mais attention, c'est une tarentule. Le confinement a dû créer des choses dans la nature. Appelez tout de suite la ménagerie de Paris ou appelez les pompiers. Oui, c'est incroyable parce que quelque part, les lecteurs oublient qu'on raconte des histoires tout le temps, en fait. D'ailleurs, là, vous nous voyez toutes les deux, vous pensez qu'on écrit des livres, mais pas du tout. En fait, nous, on ne t'écrit pas les bouquins. On est juste là pour faire la galerie, pour amuser la galerie. Il fait beau dehors et sans s'enfermer à l'intérieur, il n'en est pas question. Mais non, mais en fait, ça a été aussi un exercice de recherche parce qu'il a fallu construire une histoire. Donc, à un moment, c'était Fred et Tatiana qui devaient s'échapper. L'horrible docteur de Winter, qui est dans mon roman Les Fleurs de l'Ombre, nous poursuivait pour essayer d'obtenir je ne sais quoi. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris ce que veut le docteur de Winter et heureusement qu'on ne sait pas. Non. Voilà. Et donc, c'est beaucoup plus flippant d'ailleurs de ne pas savoir ce que veut le personnage qui est le méchant. Alors, on est beaucoup plus flippé. Alors, est-ce qu'on explique ce qu'on va faire ou est-ce qu'on dit rien? Non, on dit rien.
On dit rien. Ah bah non, non, je pense qu'il n'y a rien, il y a rien expliqué. D'ailleurs, je n'arrête pas de me retourner là, parce que je me dis, ils vont finir par arriver. Tu sais, on ne sait jamais en fait, quand on est dans un lagon, si c'est l'apéro qui va arriver ou si c'est de winter. Et du coup, tu n'es pas super décontracté quand même. Hein. Tu te baignes et puis tout d'un coup, tu te dis, putain, il y a un crocodile, c'est pas normal. Mais en tout cas, dès que je vois passer une vidéo démente, et d'ailleurs, ce qui est très sympa, c'est qu'il y a plein de lecteurs maintenant, ou Tu d'auditeurs. t'en envoies. Ils m'envoient en me disant, regardez, pour Frédéric. Il y a une question intéressante qui vient d'arriver. Alors, c'est. Par Oui, Philippe, là, justement, en disant l'amitié que vous partagez vous permettrait-elle d'écrire un roman à deux? Parce que là, déjà, vous répondez en fait un ping-pong, mais est-ce que votre amitié vous permettrait d'écrire un roman à deux? Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Tout est possible. Moi, je suis Tout ouverte. est possible. Tout est possible. Je pense que c'est plus facile à faire. Je t'en parlerai. J'ai une idée là-dessus. Ah, très bien. En fait, c'est plus facile à faire comme ce qu'on fait là. C'est-à-dire qu'on utilise un outil. Et néanmoins, les textes de Tatiana sont des textes de Tatiana et mes textes sont mes textes. C'est-à-dire qu'on nous retrouve complètement, je pense. On nous retrouve complètement. Et c'est ça, c'est ça qui est intéressant. Oui. Et c'est vrai qu'on a quand même exploré un registre qui fait un peu peur. Qu'est-ce que j'ai ri quand tu as posté l'espèce d'horrible zombie qui mange dans la forêt avec des trucs qui coulent de ses yeux. Alors après, moi, je suis allée chercher un horrible zombie qui dégouline de partout. Dans un parking, ouais. C'était assez sympa, je dois dire. C'est ça qui est très, très amusant parce que ça nous permet de trouver des images qu'on détourne, bien sûr, mais toujours un texte. Alors, une fois, j'avais tenté un dialogue, j'avais tenté une lettre un peu menaçante. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je vais peut-être te faire un poème, Fred. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Donc, il y a plein de commentaires en disant qu'ils sont tous addicts. Hein. Ils vous attendent tous. Mais tous les matins, c'est le rendez-vous. Même mon père est addict. Hein. Alors, où est-ce que vous allez chercher ces super vidéos? Alors, on ne va pas vous le dire. Voilà, non. Mais si vous en trouvez, vous me les envoyez. Mais en fait, on ne va pas vous le dire, mais on va quand même vous dire un truc. On ne va pas les chercher, en fait. Non, on va pas les chercher. En fait, on est vraiment dans les endroits qu'on vous envoie. C'est ça le truc. Je suis désolée de vous dire que ces trucs-là sont complètement vrais, en fait. Il faut que vous nous croyiez, parce que c'est notre métier. Donc, faites-nous confiance. On vous emmène ailleurs. C'est ce qu'on sait faire. En plus, vous avez fait une difficulté, c'était qu'il y en a une qui écrit sur Twitter et l'autre qui répond sur Instagram, souvent. Alors, Frédéric, en fait, les posts de Frédéric vont directement sur Twitter. C'est ça. Moi, je ne fais pas ça parce que j'ai paramétré ça autrement. Donc, ce que je fais en général, c'est que je prends ma vidéo et je l'envoie à Frédéric. Par exemple, la dernière que j'adore, là, la dernière que j'ai mise de Jennifer Lopez et sur l'oreillette, là, la chanteuse qui mince. Oui. Beyoncé, non, pas Sankara. Oui, vas-y, fais de la pub pour mon bouquin, j'aime bien. C'est ça, Sankara, oui. De Shakira, merci Julie. Et donc, j'ai mis sur Twitter, en fait, je mets un truc différent. J'ai mis, dernière répétition, Fred, il me semble que tu as perdu ton oreillette. Oui. Donc, en fait, c'est oui, alors, justement, à ce propos, est-ce que sérieusement, tu te vois habillée comme ça pour aller faire une signature? Sérieusement, oui. Ah oui, voilà. Vous n'avez pas vu la tenue que j'ai. J'ai quand même sorti voilà, j'ai quand même mis très chic pour vous. Oui, mais moi on avait prévu un sport derrière, mais on a eu un problème de froid parce que je suis censée être dans un glacier. Hein. D'ailleurs, je le suis, je vous signale. Je suis toujours dans un glacier. Ça ne se voit pas, mais je le suis. Un glacier sympathique avec un rayon de bibliothèque. C'est plutôt bien fait, les glaciers, maintenant. Il y a Sandrine qui nous dit « Vous êtes mieux qu'une série Netflix ». C'est pas extraordinaire, ça? Alors ça, c'est vraiment extraordinaire. On est moins cher, en plus. Frédéric, ce qui est très touchant, je me souviens maintenant de quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Quand nous avions commencé notre espèce de ping-pong d'images et de mots, au début, ce qui était une blague, hein, on a très vite eu des commentaires extrêmement touchants de merci, vous nous permettez d'oublier ce confinement, vous nous faites rire, parce qu'il y avait quand même des trucs très drôles. Et ça, c'était du baume au cœur. Oui, y compris cette dame qui a dit qu'on faisait des confettis de romans, ce qui est absolument délicieux comme expression. Et c'est vraiment ça. Et même, je vais vous dire, ces rencontres qui existent, et nous sommes à la 60e
10e, 13. 73e. Déjà. Ils me prennent absolument 10 heures par jour. Et le seul moment où j'écris, c'est le moment où je fais ces posts. Je ne peux plus écrire là en ce moment. Donc c'est une Oui, je suis d'accord gymnastique avec toi. et ça me sauve d'avoir ces posts qui me permettent d'écrire encore, parce que je n'ai pas encore trouvé la solution pour organiser ces rencontres et puis continuer à écrire, ça va venir. Mais ce truc quotidien est un... Un petit rendez-vous. Alors, Voilà. maintenant, on a compris qu'il fallait que ce soit un post par jour, sinon on a quand même des choses à faire et on peut pas. Voilà. Donc, moi, c'est Oui. plutôt le soir vers 18h que tu postes. Toi, ça dépend, Frédéric, mais Ça dépend. on a notre petit rituel maintenant. Notre Non, petit ça, on ça. attend impatiemment. On est vraiment. Ce qui était Et, intéressant, et- c'était de vous entendre lire les légendes de vos. Quand vous êtes passés à la grande librairie toutes les deux. Le montage Oui. qui a été fait quand vous avez lu, je trouve que ça apportait beaucoup aussi. Ah oui, c'était tellement drôle ça. Ouais. Oui, c'était Mais, rigolo. mais en fait, on n'avait pas compris qu'il y avait autant de gens qui avaient remarqué ce qu'on faisait. Ah bah, Et de temps quand en temps, même. je croise des parfaits inconnus dans le métro qui me disent « Ah, c'est super ce que vous faites avec Fred, continuez !» Bah, vous avez quand même beaucoup de followers toutes les deux, donc c'est normal qu'on ne fasse pas Ah, inattention. oui, mais attends, parce que moi, j'en avais pas tant que ça. Tatiana en avait beaucoup plus, donc j'en ai récupéré beaucoup. Mais il y en a qui croient encore que je suis une amie imaginaire de Tatiana, ce que j'adore. J'adore l'idée d'être une amie imaginaire. Ah, c'est pas mal ça. Est-ce qu'une amie imaginaire a les mêmes obligations qu'une amie normale? Ils ont compris maintenant, en fait, que tu n'as rien d'imaginaire du tout. Non, mais c'était drôle. J'ai trouvé ça vraiment très sympathique. Je ne savais pas qu'on t'avait dit ça. Oui, c'est original quand même. Oui, c'est original. Non, elle existe vraiment, vraiment. Je peux vous le certifier. Moi qui travaille avec elle tous les jours, elle existe vraiment. Ah oui. Non, mais c'était bien que vous soyez là toutes les deux parce que aussi Tatiana, elle fait un peu partie de. On a l'impression que c'est un peu notre marraine d'un endroit où aller parce qu'elle est là depuis le début. Je suis très fière d'avoir pu participer, en tout cas au tout début, une des premières rencontres avec la merveilleuse Marie-Adélaïde du Doucet, du Mans, qui nous a fait la joie d'animer ma rencontre. Et plein d'autres aussi, parce qu'elle est souvent là dans les rencontres. Que j'ai vu, parce que régulièrement, je viens voir. Et donc, moi, je tenais publiquement, parce que nous ne sommes pas seuls, je crois que nous avons d'ailleurs assez nombreux, de vous remercier toutes les deux pour ce que vous avez fait pour les auteurs, parce que peut-être qu'au début, les gens n'y croyaient pas tellement à cette initiative, pensaient que ça n'allait pas vraiment prendre. Mais moi, je sais qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui aiment ces rendez-vous, qui sont heureux de vous retrouver, de retrouver leurs auteurs qui nous manquent. On est quand même punis. C'est très émouvant parce que ça dépasse même le fait de nos rencontres en librairie, étant donné que j'ai beaucoup de lettres dont je remercie les auteurs s'ils m'entendent, de personnes qui m'ont dit « mais moi je ne vais jamais à une rencontre en librairie, je ne peux pas avec mon handicap » ou « moi je ne fais pas garder mes enfants pour aller à une rencontre en librairie, donc là c'est super, tous les soirs à 19h je vous écoute, je découvre des tas de choses, il y a des gens qui sont en campagne, il y a ceux qui sont à l'étranger, on en a en Nouvelle-Zélande, au Vietnam ». Voilà, j'ai reçu énormément de lettres et je me suis rendu compte que tout d'un coup, c'est un peu, moi j'ai voulu que ça soit un peu comme une émission de télévision et qu'à la télévision ce sont toujours les mêmes auteurs qui passent et qu'il y a des auteurs qui m'ont aussi dit « ah mais moi c'est la première fois que je parle pendant 45 minutes de mon travail » et ça m'a tellement bouleversée, je me suis dit mais il faut continuer, il faut qu'on continue à apporter ce moment. On a des très beaux commentaires, Écoutez les filles, là ce qu'on dit, je lisais un peu et depuis vos rencontres je lis beaucoup plus. Quel beau compliment. Alors ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse entendre. C'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui nous dit les expatriés vous adorent, continuez. Donc c'est fantastique les filles, continuez vraiment. Frédéric a eu une très bonne idée de m'envoyer ce SMS à 22h50, je crois. J'en reçois beaucoup le soir d'auteurs en me disant qu'est-ce que tu penses de cette idée. C'est vrai que ma première réaction et réponse a été mais vas-y fonce, parce que c'était une super idée. Donc, et après, c'est vrai que le lendemain, peut-être, je dis peut-être l'aider un peu quand même parce que ça peut être sympa. Donc, du coup, on est parti comme ça. Puis on s'est dit, on va faire ça tranquillement. Puis finalement, on en est à la 73e. Et d'ailleurs, il y a une question, Frédéric, je vais te laisser y répondre. Est-ce que ça va perdurer? Oui, on va faire un petit stop pendant 15 jours début août.
parce que les libraires sont très occupés et puis la rentrée littéraire n'est pas encore arrivée. Voilà, il n'y aura pas tellement d'auteurs qui puissent passer. Donc, on va faire un stop complet, mais pendant le stop, on mettra tous les jours sur Facebook une des vidéos, parce que là, on est en train de toutes les mettre en ligne sur notre chaîne YouTube, Un endroit où aller. Donc, on vous mettra sur Facebook tous les soirs une vidéo différente d'auteurs qui sont passés. Tiens, d'ailleurs, Joël de René, j'ai mis en ligne aujourd'hui la vidéo habillée avec le bel habillage Un endroit où aller. Et voilà. Et après, on reviendra pour la rentrée avec justement tous les auteurs de la rentrée. C'est extrêmement cruel, la rentrée pour les auteurs. Il y en a qu'on ne voit nulle part. Nous, on les verra pendant 45 minutes tous les soirs. Voilà. Parce qu'il faut dire qu'on n'est que deux quand même dans cette aventure. Mais oui, alors, je crois que ceux qui nous écoutent ne se rendent pas compte du travail. Ça a l'air de rien, mais c'est une organisation technique, bien sûr, et puis il y a aussi les questions qu'il faut poser aux auteurs. Il y a toutes sortes de choses qui rentrent en jeu, et donc Il y a des libraires qui ont animé, qui sont là. D'ailleurs, on les salue. Ils nous font des petits coucous. Il y a des libraires qui ont animé, qui sont là, qui nous écoutent. Et qui sont formidables. Et plus il y aura de libraires qui animent, parce que c'est très symbolique. On est quand même toutes les deux un auteur et une libraire. Et ça, c'est ce symbole-là. Et on reçoit des auteurs et des libraires. Et voilà, on fait des petits avec certains qui sont blogueurs ou journalistes, voilà, mais qui ont aussi des parcours très libres, je dirais, pas seulement. Et donc, je tiens à dire que je réponds à tous les messages parce que c'est moi qui tiens le mail. Ce n'est pas un robot. Donc, des fois, j'y suis jusqu'à 4 matin. Donc, j'aime bien des fois ne pas avoir juste un truc. Merci pour le lien. Vous êtes prié de ne pas engueuler le robot, s'il vous plaît. Voilà. Et non, c'est surtout que je ne suis pas médium parce qu'effectivement, il y a des rencontres tous les soirs. Donc, quand on m'a mis, je voudrais bien le lien, s'il vous plaît. Et voilà. Donc, je m'excuse des fois en répondant en disant oui, il y a des rencontres tous les soirs. Non, mais c'est bien moi qui réponds, ce n'est pas un automate. Donc, je prends le temps de personnaliser les réponses aussi parce que je trouve que c'est important de créer un lien avec les gens qui viennent, avec les lecteurs qui viennent faire l'effort de venir nous écouter tous les soirs. Donc voilà, mais c'est un plaisir aussi, mais c'est vrai que ça se prépare et on n'est que deux. Mais ça roule bien, je trouve que pour l'instant ça va. On s'entend bien. Les tâches. Alors d'ailleurs, demain soir, c'est qui ? Demain soir, c'est Marie Maher qui a écrit pour la beauté du geste chez Alma Éditeur. Tu vois, Alma Éditeur. Donc, voilà. En tout cas, mesdames, je vous remercie. Moi, je voudrais quand même dire qu'il faut que les lecteurs qui nous écoutent, qui n'ont pas eu le temps, quand même, un petit peu, un instant de promo, il faut qu'ils aillent chez leur libraire acheter Les Fleurs de l'ombre de Tatiana de René et Sankara de Frédéric de Guel, deux romans qui étaient confinés, qui sont découverts. Je prends une petite photo. Attends, reste comme ça, Nathalie, parce que je vais faire une petite photo de ça. Vas-y, continue. Voilà, et moi, pendant que tu fais une petite photo, je vais quand même vous dire qu'on a fait des poches. Et donc, si c'est des grands formats, c'est cher. On a quand même plein de poches avec Tatiana que vous pouvez lire aussi. Et quand on me dit, est-ce que c'est vraiment le dernier sorti, ça ne se périme pas. Non. Il n'y a pas de date de péremption sur nos livres. C'est formidable. Et puis les livres de poche, ce sont le fond des librairies. C'est très important. C'est la richesse d'une librairie, ce sont les livres de poche. Parce que c'est le fond. Et ça, c'est très important. Voilà. C'est une belle conclusion, je trouve. En tout cas, voilà. Je vous remercie beaucoup, mesdames, d'avoir été à mes côtés. Le chevalier est très fier de ses mousquetaires, parce que là, nous avons 2 mousquetaires et un chevalier. Donc, je n'ai pas mis l'armure parce qu'il fait très chaud. Et que, mais d'ailleurs, je vais aller me baigner, là, je crois. Ouais, moi aussi. Mais sauf que moi, oui, mais toi aussi, tu peux te baigner. Bon, Tatiana, désolée, hein. Mais bon, tu viens quand tu veux. Hein. Tu viens quand tu veux. Je suis en tout cas très heureuse de faire cette rencontre, de vous retrouver tous, et je vous souhaite un magnifique été, parce que je ne sais pas si on se reparlera ou si on se reverra rapidement, et j'ai hâte de vous voir dans la vraie vie. Oui, c'est bien. Un jour. Qu'on aille en et puis lecture aussi. Quelqu'un qui nous dit ça vaut la grande librairie. Bon, c'est formidable, on va le dire à M. Bunel. Ouais, non, on va rien lui dire parce qu'il va être vexé. Mais on a quand même fait la grande librairie avec lui. Oui, on l'a quand même fait, oui. Voilà. Non, mais Tatiana, je veux quand même annoncer qu'on va te revoir bientôt avec cette merveilleuse Jean Egland qui a écrit Dans la forêt. Ah oui, bien sûr. Oui, quand même. Le 20 juillet, on aura le plaisir de retrouver Tatiana avec l'auteur qui sera en direct de la Californie, du nord de la Californie. Elle habite dans la forêt aussi. Voilà. Et elles vont échanger sur plein de choses. Elles vont se rencontrer. Elles ont adoré les livres l'une de l'autre. Donc ça va je suis très, très, très fière et très, très, très heureuse de faire cette rencontre. Donc, tu nous expliqueras comment on fait, puisqu'elle va être en anglais, cette rencontre. Elle sera traduite. Non, on a décidé qu'elle sera en croate.
Ouais. C'est vachement mieux en fait en croate. Et sous-titré en russe. C'est ça. D'accord. Je comprends. Ok. C'est plus clair. Vous, non, je sais pas. On se trouvait que c'était vachement mieux. Bon. Mais personne n'est bilingue ici. En Non, ski moi, je parle très bien croate. Allez, je vous embrasse. Une belle soirée, Nous je vous aussi. embrasse, mesdames, et puis Bye, à très everybody. vite. À bientôt.